Alors, bonjour, on va peut-être attendre une minute pour que les gens se joignent à notre webinaire tranquillement. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus à ce webinaire. Moi, je vous parle d'Ottawa, qui est un territoire, qui est sur un territoire non cédé du peuple algonquin, auquel nous rendons hommage à l'Université d'Ottawa. Et cette conférence est organisée avec le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, mais s'inscrit aussi dans le cadre de mes activités comme récipiendaire de la bourse Raoul Barbe et Yolande Larose sur l'étude du pouvoir judiciaire, que je consacre à l'étude de l'accès des enfants à la justice. Et cette conférence, donc la participation des enfants dans des procédures de protection et de justice pénale, ben, ça porte sur un sujet sur lequel j'ai déjà fait des recherches, mais nous avons ici un panel de conférenciers qui sont de véritables experts en la matière et qui ont de l'expertise pratique, en plus d'avoir fait des recherches sur ces questions. Et donc, je vais les présenter brièvement avant de leur laisser la parole, car je pense que nous sommes tous toutes là pour les entendre. Et pour ce qui est du public, donc vous pourrez poser des questions en utilisant la fonction Q&A, là, les questions-réponses. Et moi, je prendrai les questions donc vers la fin, donc à la fin des présentations. Alors, je vais brièvement présenter nos conférenciers dans ce que je pense être lors de la prise de parole. Euh, D'abord, on a Monsieur Eduardo Rezende Melo qui se joint à nous de loin. Il est juge à São Paulo au Brésil et il a un parcours universitaire impressionnant avec un doctorat en droit de l'Université de São Paulo, un stage postdoctoral à l'Université de Lisbonne. Il est coordinateur pédagogique à l'École des magistrats de l'État de São Paulo autour des droits des enfants. Il est rédacteur en chef et coordinateur de recherche de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, AIMJF. Et c'est sur la recherche qu'il a coordonnée pour cette organisation, l'AIMJF, que je l'ai invité à nous parler aujourd'hui. Et puis, vous trouverez plus de détails sur nos conférenciers sur le site web du laboratoire. Ensuite, on a l'honorable Mélanie Roy, qui est juge en chef adjointe à la Chambre de la jeunesse depuis 2024. Elle était nommée juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de Longueuil en 2011. Euh, Elle a occupé la fonction de juge coordonnatrice à la Chambre de la jeunesse de la région de Montérégie. Et avant la magistrature, eh bien, elle était avocate au Centre jeunesse de la Montérégie en droit de la jeunesse. Et elle a participé donc à la recherche faite par l'association internationale, la IMJF, sur la participation des enfants aux procédures de protection de l'enfance. Ensuite, on a ici avec nous l'honorable Anne-Marie Otis, qui a été nommée juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse en 2015. Et elle a travaillé toute sa carrière avant ça comme avocate, était procureure aux poursuites criminelles et pénales. Elle a été nommée procureure en chef adjoint en 2010 et procureur-chef du Bureau des affaires de la jeunesse et du directeur des poursuites criminelles et pénales en 2012. Et elle a participé aussi au projet de recherche sur la participation des enfants à la justice pour mineurs. Alors, c'était des
une introduction très brève, mais je veux m'assurer qu'on ait assez de temps là pour entendre nos conférenciers, puis ensuite pour une discussion. Alors, je vous passe la parole, Monsieur Mello. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je veux, avant de tout, remercier le professeur Monaparé pour cette invitation et pour l'opportunité d'être avec mes collègues Mélanie Roy et Anne-Marie Otis dans cette discussion sur la participation des enfants à la justice. Je vais faire une présentation brève sur les recherches que l'association a développées avec la collaboration de juges qui sont membres de notre association pour permettre un panorama et ensuite une discussion plus approfondie avec mes collègues. Je vais faire je vais partager ma présentation. J'espère que vous pouvez la voir. Alors, vous le voyez bien? Il faut l'élargir, non? J'espère que ça marche maintenant. Oui, pardon. Alors, nous avons fait une recherche comparative. Je crois que c'est important de dire que c'est très difficile de penser l'analyse comparative au sein de la justice, mais les droits des enfants est un domaine juridique marqué par une internationalisation très marquée, ce que facilite ces plans comparatifs. Et quoique la méthode comparative ne consiste pas seulement à montrer les similitudes et les différences entre les pays, et elle vise surtout substituer un peu la méthode expérimentale et permettre de mettre en évidence la fonctionnalité comme base de comparaison entre les divers systèmes juridiques. Parfois, on se demande comment faire une comparaison entre les systèmes brésiliens et les systèmes canadiens, par exemple, qui sont très différents, mais nous croyons que la fonctionnalité de certains mécanismes et stratégies peuvent nous permettre de faire ces dialogues. Et ces dialogues nous semblent très importants parce qu'ils nous permettent de mieux connaître notre propre système et nous donner une meilleure réponse à la formation de ces systèmes, un modèle qui nous a servi de base à la création, à ces réactions, ces valeurs sociales. Il nous permet aussi un exercice d'altérité par rapport à nos pratiques, nos normes et nos institutions, nous aidant à dénaturaliser certains aspects de ces pratiques, les arrangements, les institutions que seront problématisés. Alors, l'objectif principal de ce projet de notre association est d'élargir les possibilités des dialogues judiciaires transnationaux et pour cette raison, je remercie une fois encore à la professeure Monoparé de me permettre d'être ici et discuter ces projets avec les Canada. Euh, alors, nous avons fait trois recherches jusqu'au moment, euh, tous les trois sur la participation des enfants. Premièrement, sur les questions relatives à la famille et la protection. Ensuite, sur la justice des mineurs dans les cas de délits commis par les adolescents. Et je vais publier la dernière recherche cette semaine sur la participation des enfants et des adolescents en tant que victimes et témoins dans les affaires pénales. Et notre prochaine recherche sera sur les enfants délinquants qui n'ont pas atteint l'âge minimum de responsabilité pénale alors qu'ils sont dans un champ un peu intermédiaire entre la protection et la justice des mineurs. Je vais vous présenter les questions qui ont été posées aux juges et quelques conclusions. Pas toutes parce que la recherche était très large, mais seulement pour vous donner une vision de ce que nous avons discuté. Alors, la première participation sur la participation des enfants aux tribunaux de la famille et de la protection euh, a eu la participation de 35 pays. Nous avons la carte avec les pays, je ne vais pas les nommer, mais vous voyez qu'il y avait tous les continents. Nous l'avons structuré, cette recherche, sur la demande si les enfants
sont reconnus ou pas comme partie au processus, les droits à la représentation légale par un avocat, les limites, les devoirs éthiques en relation avec les opinions des enfants, si cette participation est volontaire, s'il y a une consultation de l'enfant, si l'enfant veut ou pas participer, quelles sont les modalités de l'audition de l'enfant, comment se déroule la participation directe si l'enfant ne veut pas participer directement dans une audience auprès d'un juge, et dans les cas de participation directe, à quel stade de la procédure intervient-elle? Quelles sont les possibilités de l'enfant de soumettre à l'examen du juge de questions que dépassent les cadres du fond de l'affaire, lorsque c'est une affaire entre les parents ou de protection de l'État contre les parents, si l'enfant peut soumettre d'autres questions à décision, qui accompagne cette audition, l'audience, qui pose les questions, comment est l'interaction avec les autres personnes, les autres parties, avec l'enfant, et les critères de prise en compte de l'avis ou de l'opinion de l'enfant dans la prise de décision. Et ensuite, quelle est la réaction, les possibilités de réaction de l'enfant par rapport à cette décision, comment la décision est prise, les procédures de communication de cette décision à l'enfant, quels sont les protocoles observés pour cette communication, si l'enfant a les droits au nom d'une clarification de cette décision, une explication du contenu de la décision, ici a aussi les droits d'appel. Et ensuite, pour finaliser, l'espace, l'environnement et la tenue du public, particulièrement du juge et aussi des autres professionnels. Nous avons vu dans cette première recherche qu'il y a des défis liés au sujet, au statut procédural de l'enfant. Dans une façon générale, c'est un champ où il y a beaucoup de différences entre les pays. Je dirais que en comparaison avec les autres recherches, c'est le domaine où il y a moins d'anonymité. Alors, c'est une question qu'il faut approfondir. Pourquoi dans cet domaine il y a tant de diversité? Euh, sont plus grandes les différences et plus intenses. Dans la plupart des pays, la reconnaissance des enfants en tant que partie est très limitée. Elle est reconnue seulement dans les cas où il y a de conflits d'intérêts avec les parents, mais c'est pas la manière dont ces conflits d'intérêts est identifié et reconnu n'est pas encore très clair entre les pays. Il y a beaucoup de différences de procédures et il n'y a pas une convergence pour définir ces conflits. Et l'assistance et la représentation juridique sont donc d'une grande importance et pas aussi très reconnues quand il y a ou qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. On peut dire aussi que dans cette comparaison, nous avons vu qu'il y a d'une certaine façon quatre façons de participation des enfants dans les audiences. Euh, la première, que c'était la plus profonde, je pourrais dire, que les enfants peuvent participer d'une manière plus proactive avec les statuts de partie légale ou de personnes intéressées, avec une représentation légale spécifique et autonome et des droits procéduraux bien reconnus. Il y a une manière qu'on dit de consultation, que les enfants peuvent être consultés sur les questions abordées dans la procédure, par exemple l'adoption ou d'autres questions, mais son intervention dans la procédure est plutôt limitée. Il y a aussi une modalité que c'est de la réunion où les enfants peuvent avoir l'occasion de raconter simplement leur histoire sans une intention claire de la part de l'audience par rapport au processus. Les juges n'adoptent pas adoptent une attitude plus passive, seulement ouverte aux contributions de l'enfant, mais sans poser des questions directes ou intentionnelles pour comprendre la situation qu'il vit. C'est plutôt une possibilité que l'enfant soit écouté s'il veut parler. Et finalement, la possibilité que l'enfant soit écouté en tant que témoin. Alors,
Ça- dans ces cadres, les enfants sont écoutés selon les règles de témoignage, avec les soucis de garantir les droits en procès équitable pour les autres parties. Alors, ces quatre modalités sont très présentes dans notre recherche et elles donnent aussi une vision que les enfants ont des conditions très différentes de participation, s'ils ont les droits et non le devoir de participer, les conditions dans lesquelles ils décident s'ils souhaitent ou pas participer au processus et de quelle manière doivent être améliorées, tant en termes de consultation que d'informations fournies aux enfants. Sinon, de ce qui serait facultatif devient obligatoire. La recherche montre également que si la participation directe est fondamentale du point de vue de l'enfant, il y a beaucoup de recherches qui montrent que les enfants veulent parler directement au juge parce que c'est le juge qui prend la décision. Les ressources technologiques peuvent être importantes pour préserver les droits de l'enfant par rapport aux droits des autres personnes qui veulent savoir ce que l'enfant dit. Ils veulent aussi avoir l'opportunité de poser des questions à l'enfant pour qu'on ait un procès équitable. Euh, En matière de prise de décision, il y a des désaccords importants sur la manière de pondérer, de valorer les points de vue de l'enfant et de considérer ce que est un enfant mature, ce qui est un enfant en condition de prendre une position pour avoir un impact sur de l'enfant sur la prise de décision. Et bien que la loi reconnaisse les droits de faire appel, la communication dans plusieurs cas, dans plusieurs pays, on voit que la communication de la décision manque de soins dans de nombreux de pays. L'enfant sait ce qui a été décidé par les parents, ce qui risque de rendre ses droits inefficaces. Par exemple, lorsque la communication est laissée aux parents sans la possibilité d'une représentation légale spécifique de l'enfant. Et on voit aussi finalement, par rapport à cette recherche, une absence très marquante d'un protocole clair sur la manière d'écouter les enfants, qui ne permet pas de comprendre clairement la portée, l'étendue et l'ampleur des questions abordées au cours de l'audience, soit dans les cas de famille, soit de protection, mais il s'agit normalement dans les pays où on a ce genre de protocole, un outil important à développer pour que le juge ait la confiance nécessaire pour écouter les enfants. On a vu dans cette recherche qu'il y a beaucoup de juges qui ne se sentent pas assez préparés pour avoir ces contacts avec les enfants et préfèrent que les enfants soient écoutés par un psychologue ou un autre professionnel. Ce qui montre qu'une formation spécifique aux droits de l'enfant, à la sociologie de l'enfance, au développement de l'enfant et aux techniques de communication est fondamentale pour garantir les droits à la participation. Concernant la participation des adolescents aux procédures pénales, nous avons mis l'accent sur la préparation, la pédagogie de la garantie, la pédagogie de l'audition de l'enfant. C'était une recherche avec beaucoup plus de pays, 55, euh, et la structure a été fondée sur d'autres critères. Nous voulons savoir comment les compétences de la juridiction a été organisée, quels étaient les critères, soit de personnel que thématiques, pour organiser la compétence, quels étaient les critères de spécialisation des tribunaux, l'âge minimum de responsabilité pénale et s'il y avait des exceptions à cet âge, soit des âges minimums ou maximal, il y a des adultes qui sont encore euh, euh, que le processus se déroule encore dans ces tribunaux spécialisés. Dans certains pays, il y en a d'autres où les adolescents qui commettent des délits graves ont le processus dans un tribunal pour les adultes. Alors, la préparation, la participation, nous croyons que la préparation est très importante. Alors, comment on fait la citation, la notification de l'enfant? Quel est le matériel informatif pour que l'enfant sait comment se déroulera l'audience? Si la participation de l'adolescent est obligatoire ou volontaire,
quelles sont les restrictions de vêtements pour participer dans l'audience. Ça se voit beaucoup dans les pays euh, tropicaux. C'est une question que les enfants sont plus informels dans leur vie quotidienne et quand il faut qu'ils viennent au tribunal, il y a un choc des restrictions dans quelques pays pour leur entrée. Et nous avons aussi analysé quelques aspects de la cour, de la salle d'audience, du lieu d'attente en cas de privation de liberté, les vêtements que l'enfant doit porter en cas de privation de liberté. Il y a certains pays où il faut porter un uniforme comme détenu et quel est l'impact de cette condition dans la participation, la condition de transport vers la justice, si l'enfant doit porter des menottes dans l'audience, et comment est le lieu de l'audition, quelques aspects formels, les lieux où l'enfant euh, s'assoit ou reste debout dans l'audience et tous les rituels, parce que les rituels ont une importance très grande dans cette manifestation. Et aussi si le juge doit porter des vêtements professionnels ou pas. Euh, la recherche aussi euh, euh, faites attention aux moyens d'interaction avec l'enfant. Si le juge peut se diriger directement à l'enfant ou pas, quelle est la nature de cette audition, si le public peut ou pas participer, et comment, s'il y a la possibilité d'une résolution alternative, si les contacts et l'interaction est réglé par la loi, ou si le juge a un champ un peu plus discrétionnaire d'aborder d'autres questions avec l'enfant. Quel est le soutien que l'enfant a dans cette situation par l'avocat, par les parents, par une équipe multidisciplinaire, les garanties juridiques et procédurales dans ces contextes et les droits au respect de la vie privée. Et aussi, euh, toujours la formation de juges pour euh, participer dans ces contextes de l'audition de l'enfant. Euh, Nous voyons ici euh, qu'il y a un manque de convergence dans beaucoup de domaines. C'est plus structuré que la participation de l'enfant en matière de famille de protection, mais la diversité reflète beaucoup plus des questions idéologiques et politiques par rapport à la délinquance juvénile. Euh, il y a dans beaucoup de pays des tribunaux spécialisés, mais parfois limités aux grandes villes, aux affaires graves, à certaines étapes de la procédure. Et dans d'autres pays, il y a, ce sont des pays qui ont une approche plus pénale, quelquefois. Il y a d'autres pays où la compétence est conjointe avec les tribunaux chargés des protections de l'enfance et de la famille, où il y a surtout une vision plus de protection de cet enfant. Ça se reflète aussi dans l'approche vers l'enfant, soit une approche plus correctionnelle ou l'interaction qui voit l'enfant dans une nécessité de protection et surtout il y a une communication plus dialogique. La participation de l'enfant est obligatoire dans la plupart des pays. Il y a un très grand formalisme de vêtements, tant pour les adolescents que pour les professionnels dans la moitié des pays, aussi dans l'espace de l'audience avec des insignes de pouvoir, une distance plus grande entre les personnes. Euh, et on voit une différence très grande aussi entre les pays qui adoptent une stratégie d'interaction plus formelle et structurée contre les pays que euh, cherchent de créer un espace de compréhension selon les règles de Pékin. Euh, il y a le serment, par exemple, exigé dans une minorité de pays. Euh, et l'audience est, dans ces contextes, un espace où l'on traite de l'infraction, mais aussi d'autres droits et d'aspects personnels et familiaux. Il y a
d'une façon générale, le juge voit qu'il faut voir l'adolescent ou l'enfant en tant que personne et que ces autres questions doivent être considérées par le juge. On voit beaucoup de restrictions au droit de l'adolescent, de l'enfant, de consulter la défense pendant l'audience. Par rapport aux enfants victimes, pour finir, nous avons eu 45 pays, et une recherche qui a aussi cherché d'entendre les droits de l'enfant d'être entendu, la coordination entre les systèmes judiciaires et autres acteurs dans une approche systémique, la préparation de l'enfant à l'audience, la protection et le soutien fourni aux enfants pour participer dans ces audiences, où cet enfant est entendu, si dans les tribunaux, ou à la police, ou dans des centres intégrés, ou à l'assistance sociale. Quelles sont les garanties juridiques garanties à ces enfants, la structure et la procédure de l'entretien, les droits du présumé délinquant pendant ou après l'entrevue, la coordination au sein du système judiciaire, surtout quand il y en a de procès parallèles dans la justice des familles, la justice des protections, quelle est la formation de juges et quelles sont les réformes en cours. C'est intéressant dans ces cadres parce que dans l'histoire des droits des enfants, les enfants victimes c'est le champ le plus récent du développement légal. Mais c'est où il y a une convergence la plus impressionnante. On voit que la plupart des pays écoutent les enfants, les considèrent comme capables de témoigner. Il y a dans la plupart des pays une adoption d'une écoute séparée de l'enfant avec des intermédiaires. Pour la plupart des professionnels qualifiés, il y a l'utilisation de protocoles fondés sur des preuves, basés sur les évidences pour écouter les enfants, une préoccupation très euh, forte d'observer ces genres de protocoles. Et les protocoles, la plupart des pays adoptent des protocoles développés aux États-Unis, les NIST, par exemple, ou autres de le Centre de National Child Advocacy Center. Et les entretiens sont enregistrés sur support audio et vidéo, ce qui évite les auditions multiples, car en règle, cet enregistrement est accepté comme preuve par les tribunaux, et une légère majorité autorise également la participation de l'auteur présumé de l'infraction, de son avocat, dans une pièce séparée, en essayant de trouver un équilibre entre les droits de l'enfant à la protection, une procédure régulière et les droits d'exercer une défense. Euh, les défis dans ces cadres, on voit qu'il y a une persistance de prêter serment pour témoigner au-delà d'un certain âge, et une distinction qui en découle entre témoin et informateur dans plusieurs pays. Alors, si l'enfant a plus d'un certain âge, elle est un témoin, sinon elle est un formateur. Il y a la nécessité d'approfondir la question sur les valeurs du témoin de l'enfant dans ces contextes. Mais on voit beaucoup en manque de matériel d'information, au peu d'informations fournies dans les matériels partagés, dans la recherche, par rapport à ce qui est recommandé par les normes internationales. On voit aussi un rapproche limité et purement punitive, et qu'un rapport limité purement punitif ne tient pas compte de la nécessité d'évaluer la capacité de protection de la famille et de son impact de la procédure pénale. Normalement, ces procédures sont des affaires pénales. On a une vision euh, d'un processus pénal normal, sans cette approche systématique qu'il faut avoir pour considérer comment la famille euh, s'occupe de l'enfant, car nous savons que la plusieurs parties de ces cas sont des délits commis au sein de la famille. Alors, il faut savoir si la famille est protective ou pas. Alors, il y a un lien très grand, très fort, très proche avec le système de protection. Les expériences d'approche intégrée, la Barnarus, l'exemple de la Barnarus en Europe, qui commence à développer aussi des expériences par rapport à la protection de l'enfant, pas seulement aux enfants victimes, démontre que c'est très difficile cette coordination avec de plusieurs acteurs, mais qu'il y a, quand ça
s'y réalise et il y a un impact très positif pour l'enfant. Nous voyons aussi dans notre recherche une manque de coordination très marquante au sein du système judiciaire. Il y a une prévalence, une absence de réglementation claire sur la manière de traiter les affaires parallèles dans les tribunaux pénaux de protection des familles, qui révèle une manque d'une approche centrée sur l'enfant. On voit que la justice se centre dans la procédure et pas aux sujets qui sont devant elle, laissant la place à des interventions que se chevauchent et ne sont pas coordonnées. Et la fréquence des audiences auxquelles l'enfant doit participer semble être liée à certains défis concernant l'équilibre entre le droit de l'enfant d'être protégé, des difficultés de la procédure et le droit à un procès équitable pour l'auteur présumé de l'infraction. Il y a des pays qui écoutent l'enfant au début pour savoir, pour permettre à l'enfant de ne pas être exposé non plus à ces genres de questions. Mais ensuite, il y a l'auteur présumé de l'infraction veut poser des questions et l'enfant doit, une fois encore, être amené à la justice. Alors, c'est une vision très panoramique, seulement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup des différences dans ces différents champs, mais qui nous provoquent des questions. Pourquoi un champ est plus développé que l'autre et comment la justice peut aussi repenser ces pratiques et les contextes de participation des enfants. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mello. C'est vraiment très intéressant. Et puis, je pense que là, on va attendre avec impatience là, la nouvelle recherche et les nouveaux résultats que vous allez publier aussi dans un certain temps, parce que clairement, on voit qu'il y a des différences entre les domaines, donc non seulement entre les pays, mais entre les domaines. Donc, il y a beaucoup de choses à comparer. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant. Et là, pour ce qui est du comparatif, là, on va, on va s'intéresser plus particulièrement là au Québec et comment ça se passe au Québec dans la pratique. Qu'est-ce que ça donne, cette participation des enfants? Donc, je vais passer la parole tout de suite à Madame Bois. En fait, merci beaucoup, Juge Mello, pour cette éclairante présentation. Merci, professeur Paris, pour l'invitation là, que vous avez faite à la Cour du Québec de pouvoir s'adresser à votre auditoire. Bien, d'abord, au Québec, moi, je vais parler plutôt de la protection de la jeunesse, tandis que ma collègue va vous parler un peu plus de la LSJPA, donc la participation des parents, des enfants, soit en matière de protection ou en matière de délinquance. Alors, d'abord, en matière de protection de la jeunesse, bien, il faut savoir que notre loi sur la protection de la jeunesse au Québec là, fait vraiment primer l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout. Donc, on a aussi une chambre de la jeunesse à la Cour du Québec. Donc, ce sont des juges qui sont des experts en matière de LSJPA, en matière d'adoption, en matière de protection de la jeunesse. Donc, la plupart de ces juges-là ont eu Donc, on vous a perdu un petit peu? donc, centré sur... donc, ça, c'est un élément important. Et le juge doit s'assurer, là, lorsqu'il y a une enquête d'un enfant en protection de la jeunesse, un avocat va représenter spécifiquement cet enfant-là, qu'il soit présent à la cour ou pas. Donc, l'enfant a toujours une voix au tribunal. Donc, ça, c'est vraiment la particularité au Québec. Le principe aussi, c'est d'avoir un juge, un enfant, une famille. Donc, les juges de la Chambre de la jeunesse vont suivre les familles et les enfants, là, les frères et sœurs. Donc, on va être saisi de la situation de ces enfants-là pendant toute la durée du temps où ils vont être présents devant la cour, le moins longtemps possible, mais dans les faits, souvent, ça peut durer plusieurs années. Donc, on va finir par connaître ces familles-là, ce qui est un avantage là, dans la communication, la participation avec les enfants. La particularité au Québec aussi, c'est le juge qui va instruire l'affaire pour toute l'enquête. Donc, c'est l'enquête du juge là, on dit ça de cette façon-là au Québec. Le juge peut lui-même
assigner des témoins, il peut s'assurer que s'il manque de la preuve, il va faire participer d'autres personnes à l'enquête. Donc, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir donner du poids à sa décision ou en fait l'éclairer pour qu'il puisse rendre la décision qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et ce sont des audiences qui sont toujours à huis clos, c'est confidentiel, donc c'est quand même un espace là, réservé à l'enfant et à sa famille. Je pense que dans les questions, dans les discussions qu'on avait eues, ben, c'était qu'est-ce qui va bien au Québec, en fait, qu'est-ce qu'on fait bien. Je pense que grâce à la loi sur la protection de la jeunesse, ben, ça nous permet une grande latitude. On a d'abord, puis là, je vais me centrer plus sur la participation des enfants au processus judiciaire, là, mais on a des moyens technologiques d'abord qui permettent aux enfants qui veulent, peut-être qui ont certaines réticences à participer, de pouvoir participer à distance. Ou pour les enfants qui souhaitent être présents en salle d'audience, on peut permettre aussi, pas permettre, mais demander aux parents de participer eux-mêmes à distance, ce qu'on va recommander au juge de faire la plupart du temps pour avoir un contact direct avec l'enfant qui veut s'adresser au tribunal. Ça peut paraître, là, puis je me souviens avoir participé à une conférence avec l'association, mais ça peut paraître, c'est sûr qu'on est dans un système contradictoire, donc des fois, c'est une salle de cours, il y a des avocats en toge, le juge est en toge, mais on forme les juges pour s'assurer qu'ils vont recevoir l'enfant pour bien en mesure de recueillir leurs paroles. Donc, on va demander aux avocats de s'asseoir, on va rester assis près de l'enfant, on va lui permettre, par exemple, d'amener des objets qui vont le réconforter. Il y a des chiens d'assistance qui sont utilisés de plus en plus pour les enfants là, en salle d'audience, qui peuvent permettre à des enfants plus anxieux d'avoir un animal qui est dressé pour ça, en fait, près de lui ou elle. Ce qui va bien aussi, je pense qu'on a une meilleure formation de nos avocats et de nos juges par rapport à la participation des enfants. Et sur le volet plus, je dirais, administratif, là, on a développé des programmes aussi qui permettent aux enfants de mieux participer au processus judiciaire. Donc, on a des conférences de règlement à l'amiable qui se font dans un contexte qui n'est pas dans la salle de cours. On fait ça dans une salle de réunion avec les parents où on tente de faire adhérer les parties aux mesures. La participation des enfants à ce moment-là, c'est des enfants qui sont peut-être un peu plus vieux en mesure de discuter, de comprendre, mais ils ont leur place. Donc, c'est un moyen beaucoup moins formel de pouvoir entendre. En fait, on n'entend pas le dossier, là, on facilite les discussions entre les parties, mais on a de plus en plus de conférences de règlement à l'amiable en matière de protection au Québec et ça fonctionne. Là. Je veux dire, le taux de réussite de ces ententes-là, c'est formidable. Alors, je pense que les juges au Québec, là, de plus en plus, sont formés pour faire ce type de médiation-là entre les parties. Alors, ça permet vraiment de donner toute la place à l'enfant et à ses parents éventuellement là, de pouvoir discuter. On a aussi certaines, et j'entendais le juge Mello parler d'approche intégrée, on a du chemin à faire là-dessus, mais on est dans le développement de programmes à la Cour du Québec. Donc, on a déjà un programme là, qui s'appelle le programme socio-judiciaire qui vise les hauts conflits de séparation. C'est sûr que c'est un travail qui est fait plus activement auprès des parents pour essayer de régler les conflits, mais les enfants qui sont en mesure de participer à ce processus-là peuvent le faire à l'extérieur de. En fait, ils le font avec les intervenants sociaux, mais il y a un juge qui est là pour un peu permettre, en fait, amener un certain levier au niveau des discussions entre les parties. Donc, ça permet encore une fois moins de formalisme dans l'approche qu'on fait auprès des enfants. Alors, ça, c'est des choses qu'on fait bien. Ce qu'on fait peut-être moins bien en matière de protection ou en fait, où il y a de l'amélioration à apporter, ben, c'est tout ce qui est, en fait, je vous dirais les lieux physiques, ce n'est pas partout pareil. On a plusieurs palais de justice au Québec, donc il y en a qui sont bien adaptés, il y en a qui le sont moins. Fait que là, je pense qu'il y a un travail à faire parce que, bon, la salle d'audience comme telle, quand il y a un huis clos, quand c'est confidentiel, bon, l'enfant va se sentir quand même bien, il pourrait se sentir bien dans cet environnement-là, mais à l'extérieur, dans la salle d'attente, le public est là, donc c'est pas toujours très confidentiel, puis ça peut être très anxiogène pour un enfant. On a aussi beaucoup de personnes ou de parents qui ne sont pas assistés d'avocats, donc ça peut aussi créer. L'enfant a toujours un avocat, mais ses parents pas toujours. Donc, la façon dont les parents vont interagir avec le juge en salle d'audience,
ça ne se fait pas toujours de la bonne façon. Donc, il faut aussi que les juges gèrent tout ça quand l'enfant est présent dans la salle de cours. Mais encore une fois, on prend des moyens pour exclure l'enfant quand c'est nécessaire. Après ça, ben, il y a des programmes, puis ça, je pense que ça aussi, il faut s'améliorer là-dedans. Il y a plusieurs programmes qui sont faits, par exemple, par le centre centre d'aide aux victimes, où ils vont préparer l'enfant, par exemple, pour son témoignage avec lui présenter c'est qui les acteurs en salle de cours, comment ça va se passer, puis tout ça, mais il manque un peu c'est un peu du travail en silo. Je trouve qu'il manque un peu de concertation entre tous les organismes qui travaillent auprès des enfants. Puis des fois, il y a de la répétition. Puis ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de la répétition auprès des enfants pour leur permettre de vraiment venir raconter leur histoire et être à l'aise de le faire. Donc, je pense que là-dessus, on a un peu de travail à faire. Et toujours le juge Mello parlait là, des Advocacy Centers aux États-Unis. On n'en a pas au Québec. On a 2 centres là, qui sont SIAM à Québec et le centre Marie-Vincent à Montréal. Ce ne sont pas des advocacy centers comme on les entend dans les autres provinces du Canada ou ailleurs aux États-Unis, mais je vous dirais qu'au niveau des entrevues vidéo qui sont faites pour les enfants, ben, c'est fait par les policiers ou les intervenants sociaux, mais dans le cadre d'une enquête policière. Donc, ça peut des fois, ce qu'on veut, c'est éviter le témoignage des enfants à la cour, mais l'entrevue est peut-être pas, il y a de la suggestion ou peu importe, et on est obligé de faire venir quand même l'enfant au tribunal pour pouvoir l'entendre. Donc ça, je pense qu'il y a des améliorations à faire là-dessus. Mais plus de formation, on forme déjà beaucoup les avocats, les juges, mais je pense qu'on peut devenir encore meilleur et une meilleure communication entre les diverses institutions. Je pense que c'est ce qu'on peut améliorer. Pour le reste, coordination, j'entendais aussi, je me l'ai parlé de coordination dans les affaires parallèles devant les tribunaux. C'est vrai qu'à la Chambre de la jeunesse, on est des experts en la matière, mais si des parents sont également poursuivis, par exemple, dans des cas de violence conjugale où il y a des accusations en chambre criminelle, ben c'est sûr que ça ne sera pas le même juge qui va entendre l'enfant s'il doit être témoin dans ces affaires-là. Donc, oui, ça là-dessus, il y a peut-être, on s'écarte un juge, une famille, donc l'enfant va passer à travers 2 processus judiciaires qui sont différents. Fait peut-être travailler sur une meilleure coordination entre les 2 chambres. Mais pour le reste, je trouve qu'on est pas mal bon. On essaie, malgré que c'est un système contradictoire, de vraiment bien accueillir l'enfant et de le faire sentir bien parce qu'on le voit dans les experts nous forment sur le fait que pour certains enfants, c'est très thérapeutique de venir raconter leur histoire. On a souvent tendance à penser qu'ils ne veulent pas venir à la cour, mais souvent, c'est la fin d'un processus. Ils ont besoin de parler au juge qui va prendre une décision pour eux. Alors, il faut bien le faire. Puis je pense qu'on travaille tous dans ce sens-là, mais c'est des choses qui vont bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci. Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Et aussi déjà des idées de comment améliorer. Je pense qu'on reviendra sur ça par la suite aussi. Mais je vais tout de suite passer la parole là à Madame la juge Otis. Alors, bonjour à tous. Merci. Bravo pour la recherche chez M. Juge Mello. C'était vraiment là, complet. C'est intéressant de voir tous les efforts que vous avez mis là, sur ça. C'est vraiment impressionnant. Et merci beaucoup pour l'invitation, professeur Paré. Alors, je vais faire juste un petit peu de pouce sur ce que la juge Roy disait en lien avec un juge, une famille. On a tenté certaines choses au Québec en lien avec un juge, une famille, avec tous les défis que cela implique. Notamment, il y a déjà un juge qui a fait un procès dans lequel il y avait à la fois des accusations criminelles, à la fois un dossier de protection et où le juge de la Cour du Québec mettait son chapeau de juge jeunesse quand il entendait le dossier en matière jeunesse et qu'il mettait son chapeau de juge criminel quand il entendait le dossier, la portion à la chambre criminelle et pénale. Mais ça pose son lot de défis, comme vous pouvez l'imaginer, avec les fardeaux de preuves qui sont différents, les procédures qui sont différentes d'une part et d'autre. Mais c'est des choses qui sont explorées à la Cour du Québec dans un objectif là, de trouver des façons de faciliter le processus judiciaire pour ces enfants qui sont appelés à venir témoigner à la Cour. Si je parle plus de la LSJPA, bien évidemment, là, il n'y a rien de bien particulier au Québec.
la loi, elle est d'application fédérale, alors elle est appliquée de la même façon dans la majorité des provinces du Canada. Maintenant, il y a une particularité qui est positive au Québec et je ne sais pas par ailleurs si c'est la même chose pour le reste du Canada. C'est le fait que les procureurs de la couronne, donc les procureurs des poursuites criminelles et pénales, il y a un bureau spécialisé de procureurs qui ne font que des poursuites en matière de justice pénale pour adolescents. Alors, ça amène le poursuivant, il est lui-même spécialisé quand il se présente à la cour, à la Chambre de la jeunesse, où il est devant un juge spécialisé également en la matière. Alors, les gens, et c'est remarqué quand justement il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qu'on voit qu'ils ne sont pas habitués à la procédure à la Chambre de la jeunesse, on s'en rend compte immédiatement et il y a des ajustements qui sont nécessaires. Alors ça, c'est positif parce que ça facilite la situation. Également, dans le cadre du jeune contrevenant, là, si je parle l'aspect de l'enfant qui est appelé devant les tribunaux, mais à titre de contrevenant, il y a certaines spécialités ou certaines spécialisations qui ne sont pas à travers... Et de le responsabiliser face au geste qu'il a commis, mais bien comprendre aussi pourquoi il est devant la cour et pourquoi on souhaite que cet enfant-là puisse avoir de l'aide. Et tout ça s'ancre dans une volonté qui est de la bonne peine au bon moment. Alors vraiment, c'est essayer d'être innovateur, dans la limite imposée par la loi, bien évidemment, parce qu'on doit juger en lien avec la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. On ne peut pas aller en dehors de ce cadre-là, mais de tenter quand même de manière innovante de trouver des solutions pour justement l'objectif principal étant d'éviter la récidive. Puis la bonne peine au bon moment peut faire la différence pour un enfant qui passe devant le tribunal à titre de délinquant. Également, il y a les enfants sont représentés par des avocats qui sont rémunérés par l'État. L'objectif étant que ce ne soit pas le parent qui soit le pourvoyeur ou la personne qui va payer pour l'avocat et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Hein. Par exemple, un accusé ou un adolescent qui aurait commis un geste d'agression sexuelle ou qui aurait consommé des stupéfiants ne veut pas nécessairement que le parent soit au fait. Alors, il y a une importance de s'assurer que cet enfant-là soit représenté en toute confidentialité, même par rapport à son parent, pour pouvoir là, bénéficier d'une défense pleine et entière et de l'ensemble des conseils qu'il pourrait avoir de son avocat. Comme Mélanie le disait, il y a un effort de concertation avec les ententes multisectorielles dans les dossiers d'abus sexuels. Donc, un enfant, là, dans le cadre où l'enfant il est victime, mais doit témoigner à la cour, à la Chambre de la jeunesse, comme victime d'abus sexuels, il sera rencontré, on le souhaite, qu'une seule fois par l'enquêteur pour pouvoir faire sa déposition ou sa déclaration de manière vidéo. Et c'est ce vidéo-là qui sera présenté comme preuve de manière habituelle là, par la poursuite. Bien évidemment, puisque c'est un système qui est contradictoire et qu'il y a une possibilité d'une défense pleine et entière, le simple dépôt du vidéo ne sera pas suffisant puisque l'accusé va avoir le droit de contre-interroger la plaignante, et ça, peu importe son âge, là, à partir du moment où elle a son... Alors, ça limite, mais ça n'empêche pas le témoignage de l'enfant. Sur le plan également de l'adolescent qui est contrevenant, on a des méthodes alternatives de règlement. Donc, on va favoriser la facilitation dans le dossier. Donc, il y a des séances de facilitation qui sont organisées entre le juge, le poursuivant et l'avocat de la défense. Les parties sont présentes, mais pas nécessairement dans le cadre de la discussion là, entre les avocats et le juge, mais ils sont présents, les parties sont présentes à la cour afin de faire avancer le dossier et tenter de trouver des solutions afin qu'on trouve la meilleure
une entente sur les chefs d'accusation potentiels et peut-être aussi de débloquer sur le plan de la peine à être imposée. Alors, le juge, dans le cadre de la facilitation, peut aider les avocats à arriver à une entente. Le juge qui va avoir présidé, pas présidé, mais facilité la possibilité d'un règlement dans le dossier ne sera pas le juge, bien évidemment, qui va entendre le dossier si la facilitation achoppe. Alors, c'est aussi, tout ça est dans un objectif de toujours, du point de vue du contrevenant, la meilleure peine au meilleur moment par rapport aux faits du dossier et par rapport à la victime qui sont souvent des enfants, parce qu'en matière de justice pénale pour adolescents, souvent, hein, c'est rare que c'est l'adulte qui est la victime, sauf dans les infractions contre les biens là, ou les vols d'auto, mais sinon, c'est plutôt des enfants. Et dans le cas, pour l'enfant victime, ben, ça empêche le témoignage ou la présence à la cour. Alors, ça facilite c'est positif pour les deux spectres de l'enfant victime et l'enfant contrevenant. Voilà, les victimes, quand on est en matière pénale, bien évidemment, puis que la victime est un enfant et qui a besoin de témoigner, elle est traitée comme un témoin, là, bien évidemment, parce qu'il y a une nécessité que le délinquant puisse avoir un procès juste et équitable. Mais comme Mélanie le mentionnait, les juges sont formés, reçoivent une formation dès le début lorsqu'ils sont nommés. Il y a une formation qui est spécialisée sur le témoignage de l'enfant à la cour, comment le juge doit évaluer le témoignage d'un enfant, de quelle façon il doit accueillir son témoignage, bien évidemment en s'appuyant sur les enseignements de la Cour suprême du Canada, mais d'amener le juge, parce que souvent la réaction première d'un juge, comme le juge Melo le disait, c'est de dire, ben moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas là pour ça. Et là n'est pas la question. Un juge peut accueillir le témoignage d'un enfant, peut s'assurer de ne pas revictimiser un enfant qui vient devant lui sans pour autant être psychologue, là. Alors, je pense que ça passe par de la formation, mais que c'est tout à fait possible qu'un juge puisse le faire. Et c'est encouragé, bien évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça fait pas mal le tour de ce qui est distinctif parce que je comprends que le reste du Canada l'applique, la loi, donc la connaît, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Là, mais c'est peut-être un peu les points qui sont distinctifs au Québec là, que je voulais souligner. Ça complète. Merci beaucoup. En effet, hein, c'est ça, c'est intéressant au Canada. Donc là, on parlait d'une recherche internationale comparant des dizaines de pays, mais déjà, même à l'intérieur du Canada, là, on a pas mal de matière pour faire des comparaisons. Et puis même pour la LGPA, qui est une loi fédérale, mais il y a des petites différences au niveau de l'application quand même dans les différentes provinces. Ben, je vous remercie tous les trois pour vos présentations très éclairantes. Et je voulais vous lancer un peu sur des pistes de discussion. Déjà, moi, je m'intéressais parce que vous avez vraiment beaucoup d'expérience sur plusieurs années. Est-ce que vous avez remarqué des changements? Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce que et ça serait plutôt dans quel contexte, justement? Est-ce que ça serait plutôt en protection, en justice pénale ou et dans quel contexte? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme amélioration dans la pratique ou dans la loi? Euh, peut-être Monsieur Melo, vous voulez commencer? Oui. Bien, je vois un progrès très grand dans la justice sur la question de participation. Je vois que c'est une réponse à une perception culturelle. Dans toute la société, on voit que la participation des personnes et des enfants, surtout, est une question pressante. On voit des politiques publiques avec la participation des enfants pour discussion des budgets, des projets de dessin urbanistique. Ça se reflète aussi dans la justice. Le rôle du comité des droits des enfants me paraît
très important en considérant la participation comme un principe général et structurant de la compréhension de tous les droits. Je vois, par exemple, dans la comparaison entre les trois recherches, que ces défis du juge de mettre le chapeau dans un processus criminel, par exemple, et de considérer l'enfant qui a besoin de protection, même de un procès, un dossier de famille où les parents disputent, l'enfant est au milieu. Euh, je vois que le développement des protocoles sur comment écouter l'enfant, comment faire et garantir cette participation a donné pour les juges une condition plus confortable de savoir que ce qu'il fait est basé sur les évidences, sur des études scientifiques qui lui garantissent l'opportunité d'écouter. Je vois que où ces protocoles ne sont pas, il y a une certaine relation entre les pays où ont développé un cadre d'écoute plus structuré et une majeure participation de l'enfant. Dans les pays où ça n'est pas bien développé, on voit que le juge ont plus des précautions avec ces contacts parce qu'ils n'ont pas une formation spécialisée sur le développement de l'enfant. Et je crois que ça, c'est une question importante. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'études sur l'architecture de la justice pour les enfants. Ça, c'est très intéressant de voir comment les bâtiments commencent à se transformer pour être plus accueillants aux enfants. Et on voit l'impact sur la distance du juge, sur les salles des audiences, les vêtements. Beaucoup de juges mentionnent qu'ils font les audiences pas dans une salle formelle, ils vont à leur bureau, ils essaient de créer des espaces alternatifs pour l'enfant en rendant compte que cet enfant est un sujet différent des autres, qu'il faut créer un espace spécial. Il y a aussi le développement de matériel d'information pour transformer tous les langages et de permettre aux enfants de comprendre qu'est-ce que c'est la justice, qu'est-ce que se passe dans une audience, quels sont leurs droits. Ça, il y a une sensibilité pour le thème. Il y a aussi avec les exemples québécois de professionnalisation, non seulement du juge, mais du procureur, des avocats, des professionnels qui interviennent dans ces processus en tant que psychologues ou d'autres professionnels qui commencent à percevoir des nécessités spéciales. euh, Par exemple, parce que les personnes viennent d'une minorité culturelle, il faut avoir des médiations interculturelles ou médiations pour permettre à ces personnes de comprendre ces espaces. Cependant, je dirais que, et ce qui est aussi très important, on voit beaucoup plus de recherches avec les enfants pour savoir quelle est leur impression sur ces expériences. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que, en dépit de tous ces efforts du judiciaire, des juges pour améliorer la condition, les réponses des enfants normalement n'est pas positives. Ils ne croient pas que ces matériaux sont des matériaux que les adultes normalement croient. Je me souviens de l'expérience des Pays-Bas. Ils ont fait des vidéos pour les enfants en montrant comment ils recevront une invitation et pas une notification pour arriver à la cour, qu'est-ce qui se passe dans la cour. Ils ont fait des interviews avec les enfants. Ils ont dit ça, ce n'est pas child-friendly du tout. Ça, je ne me convient pas. Je ne trouve pas ça adéquat. Alors, il y a encore un défi peut-être un décalage entre ce que la justice se croit amicable pour les enfants et ce que les enfants croient que c'est un contexte où ils peuvent
participer. Mais je vois que cette sensibilité est un processus culturel, historique aussi, qu'il faut faire attention. Et je crois que les dialogues internationaux est très intéressant pour voir ces expériences, pour nous permettre de les incorporer avec les traditions, la traduction locale pour le régime et la culture de chaque pays, mais montre que c'est possible de faire autrement. Euh, je, c'est mes premières impressions. Et je voudrais aussi féliciter le Québec pour toutes les expériences et les présentations de juge Mélanie Roy et Anne-Marie Otis. Et notre association fait des visites d'études. Je crois que plutôt que les recherches, c'est visitant les pays et faisant cet échange dans les espaces où les audiences se déroule que nous apprenons beaucoup comment nous pouvons améliorer la justice. Alors, je vous invite à nous inviter à faire une visite au Canada, au Québec surtout, pour partager vos impressionnantes expériences. Vous êtes invité, Juge Mello, quand vous Merci voulez. beaucoup. Merci beaucoup. Puis après ça va nous faire plaisir d'aller au Brésil. Oui, merci, certainement. Mais vous avez raison, c'est riche. Le partage est riche d'exemples d'expériences et je pense qu'il faut avoir ce dialogue-là entre pays. Ben moi, si je peux poursuivre sur cette question-là, je pense que j'ai noté plusieurs améliorations, mais ce que je constate, moi, je suis un barreau 97, donc ça fait quand même assez longtemps que je pratique. Ça fait 13 ans que je suis juge maintenant à la Cour du Québec, puis je vois une énorme différence dans tout ce qui est offert dans les universités. Avant, on a fait de la place aux droits des enfants, à la participation des jeunes dans le système de justice. Il n'y en avait pas avant, ou il y en avait très peu de cours en droit ou de formation qui étaient donnés aux avocats. Alors, on se retrouvait à travailler en jeunesse parce qu'on avait entendu parler de ça un peu, mais aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Dans plusieurs universités, il y a des programmes, les webinaires que vous faites, je pense que ça nous permet de vraiment de s'occuper de cette population-là qui est ultra vulnérable, qui sont nos adultes de demain. Alors, chapeau, parce que moi, c'est une des choses que je vois qui s'est vraiment améliorée au cours des dernières années. On a plusieurs études scientifiques, des projets comme vous faites, des études. Il y a aussi la Cour suprême là, qui a grandement évolué à travers ses décisions, à travers les années, là, sur l'importance de l'intérêt de l'enfant, puis comment évaluer la crédibilité d'un enfant, puis comment aussi traiter un enfant en salle de cours. Il y a il y a plus de concertation aussi entre les, même si on a encore du travail à faire, il y a plus de concertation, plus de programmes adaptés. Puis au niveau du juge, bien, le rôle du juge a grandement évolué aussi. On n'est plus le juge Sphinx là, qui va écouter l'audience, les parties, le juge va intervenir, va participer à l'audience, même si c'est lui qui doit prendre une décision. Fait que je pense que c'est une grande amélioration, puis il faut que ça continue. Il faut qu'on les relations internationales, aller voir ce qui se fait ailleurs, se comparer, on a des choses à améliorer, il faut se remettre en question. On a aussi au Québec le site Éducalois là, qui donne plein de ressources aux familles, aux enfants. Récemment, ils ont mis en ligne une bande dessinée pour les enfants. Là, c'est sûr que pour certains enfants, ça ne leur parle pas nécessairement, mais pour ceux à qui ça parle, ben, c'est un outil qui est bien fait. Alors, des capsules vidéo des fois, mais là, on a pensé à des bandes dessinées. Ça a été travaillé avec des avocats qui travaillent avec des enfants, puis on les a testés. C'est des moyens qui sont disponibles plus facilement maintenant pour les enfants, pour les familles. Donc, je noterai ces améliorations-là significatives. Pour faire du pouce sur le juge Sphinx, effectivement, moi j'ai vu entre le début de ma pratique et maintenant, les juges sont beaucoup plus ouverts à accueillir le témoignage. C'est pas rare un juge qui va descendre du banc, aller donner la main à l'enfant, aller s'asseoir à côté de l'enfant lorsqu'il rend son témoignage plutôt que de rester assis en haut où ça peut être intimidant pour l'enfant. Il y a une volonté de mettre à l'aise. Il y a les mises en garde qui sont faites par la magistrature aux avocats sur on ne tolérera pas
les contre-interrogatoires qui n'en finissent plus. On va vous demander de faire attention à l'enfant lorsque vous le questionnez. Ces mises en garde-là sont faites dans le cadre d'une conférence de gestion avant le procès. On s'assure que l'enfant a vu la salle d'audience, qu'il sait ce qui s'en vient. Alors, on prend sur nous la responsabilité de s'assurer que tous les acteurs qui vont travailler auprès de l'enfant le fassent là, avec respect, courtoisie et en tenant compte de la vulnérabilité des enfants. Alors, je pense que ça, c'est très différent du début, depuis là, une vingtaine d'années. C'est une grosse différence sur le plan de la pratique. Je tiens aussi à souligner justement toutes les recherches qui sont faites. Ça nous alimente. Il y a eu une recherche qui a été faite là, sur les enfants, la voix des enfants, parce que là, on fait la recherche en questionnant les adultes qui travaillent dans le domaine. C'est positif, c'est bien, mais quand on est capable d'avoir la voix des enfants, ça nous ramène à intervenir de la bonne façon. Il y avait des enfants qui disaient... Mais pourquoi le juge, il prend plein de notes, il ne m'écoute pas? Juste de se le faire rappeler puis de se le faire dire par un enfant. Ah ben oui, OK, je ne vais pas prendre de notes pendant que l'enfant va témoigner. Je vais garder un contact visuel. C'est important pour les enfants. Euh, alors, des petites choses comme ça, quand on apprend de leur expérience au passage à la cour dans le cadre des recherches, c'est très éducatif et très formateur pour nous. Alors, je pense que ça aussi, c'est positif là, qu'on donne la place aux enfants qui leur revient et la voix qui leur revient et qu'ils soient entendus. C'est ça qui est important. Je trouve que c'est des beaux avancements. Merci. Ben, en effet, je pense, je me permets un petit commentaire là, parce que souvent on parle des enfants et puis de ce qui est bon pour eux et puis de ce qui sont leurs droits, etc. Mais finalement, on ne sait pas nécessairement ce que les enfants en pensent eux. Et puis nous, hein, on a tous en commun d'avoir été des enfants. Mais je pense qu'on perd aussi, tu sais, on a tendance à oublier c'est comment être enfant. Et donc, il faut continuer à impliquer les enfants pour avoir une meilleure compréhension là, de ce qui fonctionne. Ben, ensuite, je voulais vous demander ce que vous pensez être un peu les limites de la participation des enfants. Puis est-ce qu'il y a des limites qui sont, ben, disons, presque intrinsèques, là, on peut pas juste faire participer les enfants dans l'absolu, où se tracent les limites de cette participation qu'on recherche, parce que là, comme disait le juge Mello, là, il y a il y a un grand intérêt aujourd'hui, enfin, beaucoup plus d'intérêt pour la participation des enfants. On reconnaît que c'est une bonne chose, etc. Mais où est-ce qu'on trace les limites? Je ne sais pas s'il y a l'une de vous qui voudrait se lancer en premier. Ben, je peux dire, je pense que pour moi, la limite doit être qu'on doit rendre jugement dans le cadre de la loi. Alors, il y a, il y a, il y a une volonté que les enfants puissent participer, qu'ils puissent participer à la hauteur de qui ils sont. Mais toujours dans le cadre de la loi. Alors, c'est surtout en matière criminelle où le contrevenant, l'impact pour le contrevenant est très important quand on balance le droit du contrevenant et le droit de l'enfant. Faut pas perdre de notre esprit l'importance de respecter les droits fondamentaux également des contrevenants. Alors, je pense que ça, c'est une limite importante dans la façon dont on peut agir aussi. Effectivement, parce qu'on peut bien encadrer, faire une gestion d'instance, parler aux avocats, préparer l'enfant. Il y a des enfants qui ne souhaitent pas nécessairement venir, qui n'auront pas le choix d'être là. Et puis, à un moment donné, c'est difficile juste d'être au tribunal pour eux, d'avoir à témoigner, même si on limite le contre-interrogatoire. C'est quand même une expérience qui est difficile à vivre. Donc, c'est ça un peu les limites, là, comme dit la juge Otis.
Oui, j'ajouterais Merci. que je vois aussi, il y a beaucoup une discussion sur l'enfant doit venir à la justice ou pas. Et alors, parce qu'il y a un défi euh, de la conception de la justice. La justice a une tradition d'être très formelle, très distante de la personne, parce que nous sommes les pouvoirs, les personnes, c'est pas une justice, normalement pas une justice de proximité. Et c'est très difficile dans ces cadres. Nous pouvons créer des espaces très accueillants, une salle. Mais pour arriver à cette salle, il faut passer par toutes les procédures de sécurité, par les palais de justice. C'est un espace très intimidant. C'est pas un contexte habituel pour les enfants qui ne viennent pas même dans les excursions d'école pour visiter qu'est-ce que c'est la justice. Alors, il y a en limite des contextes que euh, bien lié à la conception de justice que nous avons dans notre société. Euh, je vois aussi ces contextes et contextualisations de la participation au cadre pénal, mais il y a aussi dans le cadre de protection, parce que normalement, l'enfant ne peut pas venir tout le temps. Mais dans les moments principaux du dossier, il faut écouter l'enfant. Et comment faire ça sans aussi revictimiser l'enfant dans un procès de protection des familles? Alors, pour une décision préliminaire, par exemple, ça peut, avec l'imitation des visites, par exemple, c'est un moment très important, mais pas tous les juges écoutent l'enfant dans ces moments initiaux. Ils laissent pour écouter l'enfant à la fin, quand l'enfant a déjà vécu des situations très difficiles. Je vois qu'il y a aussi un limite de ce que montrent nos recherches, non, un limite de reconnaissance il y a cet équilibre entre la reconnaissance de la diversité de l'enfant qui demande de protection, mais aussi la possibilité de donner plus de pouvoir à l'enfant, alors un avocat, qu'elle puisse amener sa propre opinion, surtout dans les procès de famille de protection, de l'écouter pas seulement en tant qu'objet de protection pour savoir son opinion, mais qu'elle puisse participer vraiment de la décision. Et je vois que ça, c'est très important quand nous pensons sur l'âge de l'enfant, parce que c'est une chose, c'est parler de la participation des adolescents, mais on voit des pays, par exemple la Suisse, c'est obligatoire d'écouter l'enfant en matière de protection à partir de 6 ans. Il y a d'autres pays qui l'écoutent très, très jeune. Alors, comment faire cette adaptation de la justice à ces petits-enfants qui ont une manière différente d'expression, qui ont besoin d'une manière différente aussi de préparation pour l'audience? Et dans ces contextes, nous voyons aussi qu'ils peuvent participer. Et une des recherches que nous voulons faire aussi au cadre de l'association, mais nous savons que c'est très limité, c'est que nous avons encore une vision très individualiste de la participation de l'enfant. Nous avons beaucoup des procès des pays qui ont de procès collectifs, des actions collectives pour discuter les droits sociaux, les droits de la culture économique, etc. Nous avons eu des procès ici au Brésil sur la discussion des politiques d'éducation. Et les enfants, nous avons rempli un théâtre avec centaines d'adolescents, les juges, pour les écouter parce ils ont fait une grève contre les politiques d'éducation. Alors, c'était quelque chose de très expérimental, mais nous avons reconnu là qu'il y avait un champ de participation collective des enfants, qu'ils sont aussi des sujets collectifs, politiques, euh, qui mènent des questions à la justice dans un cadre différent de ces traditionnels et qu'il faut reconnaître cette possibilité de participation personnelle. C'était intéressant parce qu'il ne voulait pas être représenté par un avocat. Il voulait parler en tant que collectivité au juge, pas sans un représentant du groupe, parce qu'il reconnaissait qu'il y avait une diversité d'intérêts entre eux et pas avec l'intermédiaire d'un avocat. Alors, ce sont des mouvements nouveaux euh, que je vois dans ces cadres plus larges de la participation dans la société qui commencent à arriver à la justice et il faut que nous soyons ouverts à savoir comment nous ouvrir, nous aussi, à ces possibilités. Merci, c'est intéressant. En effet, là, en ce moment, là, pour ma recherche, je m'intéresse
aux enfants qui sont défenseurs des droits et puis comment est-ce qu'ils peuvent s'adresser aux cours de justice ou et sinon à quelles autres institutions les enfants qui veulent défendre des droits. Donc oui, des limites. Je me posais aussi une question là, là où vous avez mentionné là, notamment les enfants très jeunes, ça peut poser un problème, mais je pense que c'était Madame Otis, vous aviez mentionné la santé mentale, c'est vous qui avez mentionné la santé mentale, et je me demandais si ça aussi, et comment est-ce qu'on s'y prend, et puis est-ce que c'est une limite à la participation des enfants, ou est-ce que justement on a des choses dans les procédures en place, des adaptations ou quoi pour favoriser la participation des enfants et des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale? Bien, la participation des enfants qui ont un problème de santé mentale à titre de témoins ou victimes, dans le cadre de la conférence de gestion entre le juge et les avocats, à titre de juge, on invite les avocats à nous faire part de ces éléments-là pour qu'on puisse avoir à l'esprit, est-ce que cet enfant-là a un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité? Dans un contexte comme celui-là, on va pas faire un témoignage d'une demi-heure. L'enfant ne sera pas capable de garder le rythme. Alors, c'est des questions que l'on pose à l'avocat qui entend le présenter à titre de témoin. Est-ce que c'est des choses pour qu'on soit conscient de tout ça dans l'accueil de son témoignage? Maintenant, le fardeau de preuve demeure le même et la fiabilité et la crédibilité va devoir être étudiée dans le cadre de notre décision. Mais on aura à l'esprit dans son témoignage ces différents défis que l'enfant présente. Alors, c'est dans ce contexte-là que c'est utilisé ou dont on l'a là, à l'esprit. Puis on a la chance d'avoir des avocats qui représentent les enfants, donc la majeure partie de ces avocats-là font bien leur travail. Ce qui peut être la limite, c'est lorsqu'on entend des dossiers qui sont souvent très difficiles et que c'est en mesure d'urgence, par exemple, une situation qui arrive, les enfants doivent être déplacés en urgence, ils sont amenés à la cour, ne sont pas préparés. Je veux dire, ça se passe en 24 heures parce qu'il y a une situation là, de crise, il y a eu de la violence ou peu importe. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas préparer le terrain, on ne peut pas préparer les enfants. Donc, ça, c'est une limite importante parce qu'on a besoin de prendre une décision qui souvent va être le retrait de ces enfants-là de leur milieu, qui est assez significatif, qui est traumatique pour les enfants et on n'a pas cette préparation-là en amont qu'on voudrait avoir quand on a des dossiers au fond où là, on traite de la situation de la famille dans son ensemble. Donc, une des limites à tout ça, c'est vraiment les dossiers qui nous arrivent en urgence, puis malheureusement, ça arrive régulièrement. Oui, merci. Je pense que ça répond en fait à une question qui a été posée en ligne là, sur la limite, la limite de la prise en compte de la participation de l'enfant et puis une question connexe à quelle étape la participation de l'enfant n'est pas requise. En fait, elle est requise lorsque l'enfant veut être présent au tribunal ou lorsqu'une partie demande la présence de l'enfant au tribunal. Il n'y a pas d'étape comme telle où c'est certain que par exemple, les conférences de gestion, si on va faire ça avec les avocats, donc c'est des étapes où les enfants ne sont pas nécessairement impliqués, mais ils peuvent l'être. En fait, on leur donne l'opportunité de pouvoir s'impliquer. Et quand les enfants ne souhaitent pas être au tribunal, on essaie dans la mesure du possible, dans le travail qu'on a à faire de rendre justice dans le cadre du droit, d'éviter leur présence lorsqu'ils ne souhaitent pas être là, mais c'est ça, les limites, c'est le cadre du droit, puis les demandes qui sont faites par les parties, Ça, bien évidemment, c'est en matière de protection de la jeunesse, parce que c'est une autre situation en matière de justice pénale. En effet. Oui, puis là, je pense qu'il y a une question en lien avec la justice pénale sur est-ce que la santé mentale des jeunes n'est pas utilisée par les avocats.
Ok, je vais la lire, là. Est-ce qu'il n'y a En pas fait, un risque? c'est leur Oui, défense. Oui. oui, C'est Anne-Marie oui, qui pourrait répondre à c'est cette ça. question. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les avocats qui utilisent la santé mentale de leurs clients pour leur défense, là, tu sais, comme un moyen de défense? Ben, en fait, oui, ça peut être, mais ça va être les mêmes critères qu'en matière de justice adulte. La santé mentale, à titre de défense, c'est en vertu de l'article 16 tu sais, je veux dire, du Code criminel, c'est la même chose. Ça trouve application de la même manière. Il y a une distinction en matière de justice pénale pour adolescents qui est une évaluation médicale en vertu de l'article 34. C'est vraiment propre. Ça peut être demandé à différentes étapes, pas uniquement dans un objectif d'être déclaré non responsable pour fin de troubles mentaux, là, mais dans le cadre d'une peine adaptée ou dans le cadre de la remise en liberté. Alors, il y a un processus particulier en matière de justice pénale pour adolescents qui est prévu à l'article 34 de la loi qui permet au juge d'avoir une évaluation médicale ou psychiatrique de l'adolescent à différentes étapes. Mais dans le cadre d'une défense, ce sera les mêmes règles de droit qu'en matière de justice adulte, pénale adulte. Merci. Je voulais ensuite passer, moi, à une question un peu plus orientée vers l'avenir, parce que là, je vous ai demandé de parler de votre expérience. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu examiner lors de votre expérience professionnelle? Comment est-ce qu'on est arrivé à où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, en regardant vers l'avenir, mais qu'est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour encore améliorer la situation? Je pense que Madame Lejoie, vous avez un petit peu déjà traité de ça, mais il y a peut-être encore d'autres choses à faire pour améliorer cette situation enfin, dans l'un ou dans tous les domaines là, dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être justement Oui, je peux commencer. pardon. Je vois que, selon les recherches, nous sommes dans un moment de croisement de possibilités. Il y a ces pays qui croient que la justice n'est pas faite pour les enfants. Alors, ils développent des centres alternatifs. Alors, c'est soit la justice restaurative dans le champ pénal, soit ces centres intégrés comme la Barnehuis en Europe. Il y a beaucoup d'attention en Europe sur ça, de créer ces espaces pour écouter les enfants victimes, les enfants en situation de protection, même dans les cas de conflits entre les parents. Et il y a d'autres pays qui croient que la justice doit se transformer. Et je vois que à mon avis, la justice a un rôle très important à remplir, à jouer dans ce champ parce que c'est- il y a un cas de dispute, les résolutions alternatives n'est pas toujours possible et nous discutons maintenant le développement d'un commentaire général au sein du comité des droits des enfants sur l'accès de la justice et effectivité de ces décisions. Je crois que la justice a un rôle très important pour garantir l'effectivité. Les enfants veulent parler, comme on voit dans des recherches, avec celui qui va prendre la décision, ou celle qui va prendre la décision, le juge ou la juge. Je crois que nous devons être préparés pour écouter l'enfant et aussi garantir une écoute plus accueillante. Je vois que les objectifs plus pressants sont de célérité dans tous les domaines. L'enfant a besoin d'une décision le plus vite possible, de simplicité et aussi de, je dirais, dialogicité, un dialogue avec l'enfant au sein de la justice. C'est un objectif très simple, comme Anne-Marie a dit, Mélanie aussi. C'est simple de pouvoir écouter l'enfant en faisant attention à ce que l'enfant dit, en le regardant dans les yeux. Et je crois que ça, c'est possible en dépit de la formalité du processus. Mais je vois, et je crois que c'est très important, ces dialogues au sein de l'université, je vois que le développement les plus clairs sont basés soit sur la science, quand on a des évidences, soit ce que Anne-Marie a dit sur l'opinion des enfants.
Alors, quand on a d'un côté des recherches scientifiques qui montrent que c'est possible faire d'une certaine façon, que ça garantit les droits de l'enfant, que le but de la justice sont aussi atteints d'un côté, et de l'autre côté, c'est que les enfants veulent, et quelle est la perception des enfants sur la justice, qu'est-ce qu'ils recommandent pour nous, c'est une conjonction que permet beaucoup d'améliorations. Alors, je crois que cet espace, alors c'est pour féliciter tout votre travail, professeur Monapari, de faire le développement sur la participation des enfants. Je crois que c'est très important et d'amener cette discussion pour les juges. Je crois que c'est quelque chose de simple, mais très important parce que pas tous les juges connaissent tout le développement qu'on fait dans ces domaines. Et d'autre côté, les recherches avec les enfants. Mais je vois que dans ces contextes d'effectivité, je vois qu'il y a très peu de discussions, de recherches sur ce thème. Parce que c'est pas une question objective, c'est une question aussi subjective. Pour un enfant, peut-être la décision n'est pas la meilleure. Je vois que c'est une question que nous voulons adresser au sein de l'association pour penser quels sont les critères d'effectivité que puissent être améliorés, que je crois que c'est important de penser pas seulement la participation, mais comment une décision soit effective, soit satisfaisante pour les personnes. C'est juste équitable, mais qu'ils soient d'accord, parce que ça devient aussi, la justice est aussi une construction. Mais je crois qu'il faut poursuivre dans ces chemins. Je vous remercie pour l'opportunité d'être ici, discuter cette question. Merci. On en est presque à la fin, là. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, mesdames? Je ne pourrais mieux conclure. Je pense que le juge Mello a bien, bien conclu. Je vous remercie également. Je pense que d'une plus grande place aux méthodes alternatives de résolution de conflits quand c'est possible, une justice plus adaptée. Mais je partage tout à fait les propos de mon collègue. Merci encore pour l'invitation. Pareil pour moi. Merci à tous. C'était fort intéressant. La recherche, là, vraiment, ça va être utile. Puis merci pour le beau travail également, professeur Paris. Ben oui, ben merci. Ben, je voudrais vous remercier chaleureusement tous les trois, donc monsieur et mesdames les juges. Je pense que la participation des enfants dans les procédures judiciaires et quasi-judiciaires, c'est vraiment un domaine important. Et je suis contente de voir qu'on s'y intéresse plus, mais il y a encore, je pense qu'il y a encore des recherches à faire et puis bon, du bon travail sur le terrain également, comme vous faites. Alors voilà, merci beaucoup et puis merci à ceux qui ont assisté à cette conférence. Elle sera disponible sur notre site du laboratoire. Et Merci. bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup.